Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée sur jour E. Moi, c'était super. Et pour la prolonger, j'aimerais vous proposer une conversation autour du sujet des mobilités, de l'avenir des mobilités, comment se déplacer demain. Et pour cela, je suis ravi d'accueillir à mes côtés Édouard Reynaud. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation et l'invitation de la BPI et de Nicolas Dufour. Vous êtes directeur général France de Transdev. Vous êtes membre du COMEX du groupe Transdev. Et donc, nous allons parler de cet avenir de la mobilité. Juste avant, quand même, quelques mots. Je crois que Transdev est partenaire de l'événement. Pourquoi c'était important pour un groupe comme le vôtre d'être non seulement présent, mais aussi un peu de s'associer à cette journée? Parce que la mobilité, c'est le droit d'aller à son travail tous les jours. Et c'est évidemment une connexion entre tous les citoyens partout dans le monde. Et aussi parce que, évidemment, nous avons la Caisse des dépôts et consignations comme actionnaire. Mais également parce que aujourd'hui, la France de Transdev, c'est le premier pays de Transdev, même si nous sommes présents Donc il faut parler aux entrepreneurs dans de France. 19 pays, dans 4 continents, et on a un observatoire fabuleux avec les 12 millions de passagers qu'on transporte tous les jours dans le monde. Voilà. Eh bien, on va en parler de ce laboratoire. Le thème de cette scène E et de cette journée, c'est le futur désirable. Alors, quand on parle de mobilité, à quoi ça pourrait ressembler un futur désirable de la mobilité? Alors, la mobilité, plus que jamais, on voit qu'on est au cœur des enjeux de transition. Les enjeux de transition écologique, les enjeux de transition énergétique, mais aussi la transition ne se fera que s'il y a de la cohésion sociale. Et donc là, on retrouve ce futur. On pourrait se dire, mais ça doit déjà être le présent. Mais en fait, le futur désirable pour au moins 40% ou 60% des Français, c'est d'avoir la possibilité d'aller à son travail, d'avoir la possibilité d'aller à ses loisirs, d'échanger avec les gens qu'ils connaissent. Mais essentiellement, c'est les mobilités du quotidien. Et le futur désirable aujourd'hui, on s'aperçoit qu'entre les périphéries et les centres, il y a un manque qui est très important, qui a finalement généré beaucoup d'utilisation de la voiture individuelle, parce qu'on a construit finalement le périurbain autour des grandes agglomérations, autour de la voiture, et qu'aujourd'hui, ce futur désirable, c'est d'être capable de laisser sa voiture, peut-être pas tous les jours, mais de la laisser, d'avoir un pouvoir d'achat peut-être augmenté parce qu'on utilisera les transports publics, parce que les transports publics sont quand même 7 fois moins chers. Mais pour ça, il faut avoir de l'offre. Et donc, le futur désirable, c'est de créer de l'offre. Il faut multiplier par 3 l'offre dans les périphéries pour être aujourd'hui dans le futur désirable des citoyens français. Est-ce que vous m'arrêtez si je dis que finalement, le grand défi de la mobilité de demain, c'est la décarbonation, la justice sociale, l'efficacité économique, un peu ce triptyque-là? C'est un triptyque qui est assez évident. Aujourd'hui, quand en 2017, Tailab a fait une enquête où 25% des Français ne pouvaient pas aller postuler à un job parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport à leur disposition. 24%. 25, ouais. 25. Ouais, tout à fait. Et donc, le triptyque, il est à la fois sur cette équité sociale, il est sur la capacité aussi à switcher sur les émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'aujourd'hui, le transport au sens large, c'est 26% des émissions de gaz à effet de serre, dont la voiture représente 18%. L'utilisation de la voiture est donc une cible évidente. Donc il faut faire du report modal. Il faut aider les gens à passer de la voiture individuelle vers des solutions de transport collectives et alternatives. Et pour ça, on a des outils qui nous permettent de travailler ça. Et puis, il faut travailler aussi l'autre volet, qui est la transition des motorisations, des véhicules. Donc on voit qu'on est en train de faire des pas importants. On sait maintenant construire des bus électriques, on sait construire des rétrofitter des bus diesel, des cars diesel vers de l'électrique ou vers de l'hydrogène. Donc ça, tout ça, on l'a un peu en main. Il faut tout traiter en même temps. Et il faut tout traiter en même temps. Et il faut aussi s'assurer que l'industrialisation de l'Europe est là et qu'on a cette capacité, de manière un peu souveraine, de le faire entre Européens, parce qu'aujourd'hui, nos capacités sont quand même très faibles pour répondre à ces besoins. Je pense que c'est un thème qui résonne ici auprès des entrepreneurs. Alors, vous avez lancé début février sur ces sujets un Think and Do Tank. Alors déjà, cette conférence m'a permis d'apprendre ce qu'était un Think and Do Tank. Très bien. Il est intitulé GeoNexio. Est-ce que vous pouvez nous le présenter pour les gens qui le découvriraient aujourd'hui? GeoNexio, c'est parti de l'idée qu'il fallait comprendre les territoires et pour mieux les comprendre, pour agir. Et donc, on a travaillé avec... on a regroupé en fait des compétences et on a créé un collectif, non pas d'intellectuels
très poussée, mais de gens qui sont Pas de fausse modestie. dans les universités. On a été chercher, par exemple, le prix Vautrin-Lud de géographie, donc l'équivalent du prix Nobel de géographie avec Jacques Lévy. On est allé avec l'université Gustave Eiffel, avec le laboratoire du LET à Lyon. Et donc, on a constitué un pool d'universitaires. Plus après, on a réfléchi à comment on pouvait agir à la fois sur l'efficience des mobilités, sur comment comprendre ces mobilités dans les territoires et comment finalement, le premier objectif, c'est comment on substitue on apporte des solutions pour substituer l'utilisation de la voiture et donc faire un report modal efficace. Donc tout ça, ça a consisté à travailler sur la base de données. Je vais essayer de vous illustrer Alors, on devrait en avoir quelques-unes. cela. Alors, quel type de Voilà. données et puis pour quels usages? Historiquement, vous voyez sur la droite du schéma, on travaille avec les données INSEE. Les données INSEE, c'est des données qui sont avec 2 ans ou 3 ans de retard, qui sont, quand on vient vous voir, soit on vous glisse le papier et on vous questionne, ou on vous glisse un papier, donc des données qui sont assez approximatives. Voilà comment on modélisait avec les données INSEE de déplacement origine-destination les mobilités. On est à gauche de votre écran. Et puis maintenant, en fait, on a switché vers des données Orange. Donc, on achète des données chez Orange. On les travaille avec nos analystes, nos data analystes, qui sont ni plus ni moins ceux qui travaillaient sur la conception des offres de mobilité sur les territoires. Et on travaille sur des données iris, en fait, qui sont des mailles beaucoup plus petites, beaucoup plus puissantes. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est que avant, on disait, bon, on travaille sur les données Orange, etc. Mais en fait, les gens travaillaient sur des données de GPS des téléphones et l'utilisation de ces GPS dans les applications. Aujourd'hui, on travaille sur des données qui représentent 40% des Français. Donc, ces données sont ultra précises. On a du tri à faire, évidemment. Et on travaille sur là où je dors et comment je me déplace le lendemain. Donc, on élimine aussi toute la logistique qui peut venir perturber le sujet. Et donc, on voit qu'on est déjà plus précis. Après, on peut travailler par exemple, sur des données spécifiques. Là, par exemple, c'est les flux sur les jours ouvrés de novembre et décembre. Donc, on est capable, là, on fait les grands déplacements un peu en France et on voit des grosses tâches. Donc, on peut évidemment zoomer encore davantage, mais on peut aussi trier sur des déplacements entre 20 et 200 km par jour. Donc là, on rentre dans les déplacements du quotidien. Là, on voit encore plus de choses. On voit, par exemple, autour de Nantes, tout l'écosystème de Nantes. On voit tout l'écosystème angevin aussi. On voit l'écosystème Blois, Orléans, Tours. On voit toute la côte, la côte d'Azur dans la région sud et la saturation qu'on peut imaginer de ces déplacements. Et tout ça, c'est évidemment, ce sont des déplacements qui sont faits avec la majorité des utilisateurs aujourd'hui en voiture, puisque 83% des déplacements du quotidien sont en voiture aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le mapping. Comment on passe de ces datas à des nouveaux services, à des nouvelles approches de mobilité? Eh bien, on essaie de... Je ne sais pas si ça marche, là. Voilà. Allez, voici. Ça, c'est pour vous illustrer comment on modélise ça aussi. Si on regarde, par exemple, l'agglomération de Bordeaux, vous avez à droite la demande. Donc, on essaie d'évaluer la demande, en fait. Donc, on évalue la demande de mobilité à travers ces données Orange. Et après, on regarde, par exemple, l'offre TER existante. Et là, vous voyez tout de suite le déficit. On a 134 000 personnes qui rentrent dans Bordeaux tous les jours, entre 5h et 10h, et on a 15 000 places de TER. Donc là, on voit pourquoi Bordeaux est une des villes les plus congestionnées en France aujourd'hui. Et c'est là que vous devez apporter une réponse des nouveaux services. C'est là qu'on continue à faire évoluer le dispositif. Alors, je vais peut-être vous mettre cette... non, il n'y a plus rien là. Là, je crois qu'on l'a perdu. Ouais. En fait, il y a une carte qui nous permet d'apprécier sur le territoire français, en fait, chacune des agglomérations. Et on a fait la comparaison entre l'offre et la demande. On peut travailler des sujets aussi sur l'événementiel. Par exemple, on travaille avec l'Ultra Trail du Mont Blanc sur l'impact de l'Ultra Trail dans la vallée de Chamonix. Parce que, évidemment, c'est un événement, c'est un des plus gros événements mondiaux. Je crois qu'il a plus de renommée sur les réseaux sociaux aujourd'hui que le marathon de New York. Ouais. Donc c'est vraiment un événement sportif important. Et c'est des communautés qui viennent du monde entier. Donc c'est intéressant aussi de s'adresser à toutes les communautés qui utilisent soit les moyens de transport collectif, soit leurs propres pieds pour essayer de se déplacer. Et la logique, en fait, nous permet de mesurer l'impact entre, par exemple, le jour de la compagnie des guides, le jour de la braderie de Chamonix et l'événement. Et on voit
le volume. On voit aussi les coureurs étrangers arriver en masse des États-Unis, de Chine, etc. On voit, et ça nous permet de travailler en fait, le développement vert de cet événement de manière très différente. En plus, vous avez eu l'occasion de vous faire la main cet été sur un tout petit événement qui était les Jeux Olympiques, je crois. Alors, on a travaillé sur les Jeux Olympiques. On est en train d'analyser. Là, c'est un travail vraiment universitaire avec Jacques Lévy et nos experts, dont Jean Coldefy et une université. On travaille sur l'analyse des Jeux Olympiques. Par exemple, il y a une carte assez dynamique qui vous montre comment les flux se déplacent et comment, pouf, on voit arriver les gens pour la cérémonie d'ouverture des JO. Donc, ça nous permet d'aller vraiment en finesse. D'exploiter. Ça nous permet de répondre aux intuitions des élus, des collectivités sur, mais attends, les gens se déplacent comme ça, on a cette zone d'activité. On est capable soit de venir confirmer, soit de venir challenger les intuitions des collectivités. Je peux vous garantir que depuis qu'on a lancé Geonexio, qui a fait un peu de buzz, vous avez oui, l'article du Monde. Il y a l'article du Monde et vous pouvez le retrouver. On a été contacté par toutes les régions de France. Donc on travaille pour chacune des régions de France. Nos clients nous demandent des analyses très spécifiques et on se projette évidemment aussi dans le futur. L'avantage de ces données... Et encore, vous n'aviez pas participé à cette conférence. Et l'avantage de ces données, c'est qu'elles sont temps réel. C'est-à-dire qu'on a des données en permanence qui se renouvellent. Donc on peut projeter des choses et essayer de les vérifier derrière. Il me reste 2 minutes sur le chrono qui défile devant nous. Si on se projette un peu dans l'avenir, puisqu'on parlait de futur en introduction, allez, peut-être pas pour l'édition de Jour 2026, mais celle de 2035. À quoi ressemblerait la mobilité en 2035 à la faveur de tous ces nouveaux outils et des réflexions que vous portez ? Alors, on l'a déjà d'une certaine manière, mais encore plus à travers ça. Alors peut-être qu'il sera greffé ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, fondamentalement, ça passe évidemment par le téléphone. Je ne sais pas si vous êtes en région parisienne aujourd'hui. On a même un Liberté Plus pour les voyageurs occasionnels que nous sommes, qui nous permet de voyager de manière très fluide et très facile. Donc le téléphone va devenir l'outil majeur. On se rappelle qu'on a des territoires aujourd'hui qui sont soit autour de grandes métropoles. Ici, c'est le cas, avec Valenciennes d'un côté. Il y a tout un ensemble. Cet ensemble, en fait, on va l'optimiser. On va l'optimiser à la fois par des lignes de cars express pour venir compléter les transports. Si je prends un exemple sur les cars express pour vous un exemple rapide. Nantes-Saint-Nazaire. Nantes-Saint-Nazaire, c'est une ligne TER qui est aujourd'hui ultra saturée. Mais il y a toute la 4 voies bretonne, là, que tout le monde emprunte sans péage d'ailleurs, qui amène beaucoup de gens sur Nantes en voiture. Or, on peut très facilement mettre une ligne de car express, amener les gens au terminus du tramway et qui rentrent dans Nantes sans utiliser leur voiture en partant de Saint-Nazaire, en complément d'une ligne TER qui existe déjà et qui est saturée. Donc ça, c'est l'avenir des mobilités. Ça, c'est une forme d'avenir des mobilités. On peut se projeter sur la voiture autonome. On a 1200 personnes aujourd'hui qui travaillent avec Waymo à San Francisco, à Phoenix, à Austin, aux États-Unis. Je peux vous garantir que ça marche, mais super bien. Et qu'aujourd'hui, on attend de voir comment notre réglementation, notre manière d'aborder ce sujet et nos priorités vont se caler pour savoir quand est-ce qu'on commencera à avoir du vrai robot-taxi et puis du véhicule autonome. On en reparlera de toutes ces solutions ensemble, peut-être avant 2035. Ça serait pas mal. Par exemple, la Jour l'an prochain. Et je rappelle qu'on a un métier qui est aussi de transporter, mais notre deuxième métier, c'est de recruter. On recrute 9000 personnes par an chaque année en France, par exemple, et 30 000 dans le monde. Et on a des pyramides des âges qui vont faire qu'en 2035, je pense qu'on sera encore plus recruteur qu'on ne l'a jamais été. Et on cherchera des solutions pour encore aider les gens à être transportés plus facilement. Ça me semble une bonne conclusion pour la fin de cette conversation. Merci. Et on reste sur ce dernier mot. Merci beaucoup, Édouard. Merci à tous et bonne fin de journée ici à Joureux.